Je vais évoquer aujourd'hui un ouvrage sur la controverse droite-gauche et plus particulièrement sur le débat fiscal, avec des propos qui finalement ont été plutôt écrits à un moment où nous n'avions aucune connaissance des programmes des candidats. Donc il s'agissait avant tout d'essayer d'une part de voir quel était le bilan des politiques fiscales passées et d'imaginer ce que d'un côté la droite, de l'autre côté la gauche, pouvaient proposer comme mesures en fonction de leur politique. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que probablement que la frontière droite-gauche, déjà à ce moment-là, dans le domaine fiscal en particulier, n'était pas claire. On avait plutôt l'impression d'une différence entre ce que j'appellerais les souverainistes d'un côté et les libéraux ou pro-européens de l'autre, plutôt qu'un débat tranché droite-gauche. Mais il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, avec la campagne électorale, finalement, il y a une sorte de cristallisation des positions, même si les différences ne sont pas toujours très claires et ne recoupent pas, à mon avis, toujours ces différences qu'on pourrait attendre entre la droite et la gauche. Même quand les objectifs sont clairs, par exemple, taxer le capital comme le travail pour la gauche, ou mettre en place une stratégie de réduction des déficits fondée sur la réduction de la dépense publique pour la droite, les stratégies pour y parvenir sont loin d'être claires. Et pourtant, le pays a besoin d'une grande réforme fiscale. Ce n'est pas nouveau, c'est une des grandes faiblesses probablement, et le constat que l'on peut faire de l'évolution de nos prélèvements obligatoires au cours des 20 dernières années est un enseignement particulièrement important et en même temps inquiétant. Inquiétant parce qu'on peut se rendre compte que finalement nous ne sommes pas en face d'une politique fiscale qui permet de rétablir les équilibres et de réorienter le pays vers la croissance économique. On est en face d'une situation dans laquelle, comme je vais essayer de vous le montrer, la structure des prélèvements s'est progressivement déformée au point de rendre aujourd'hui la réforme tant attendue extrêmement difficile, probablement plus difficile que ce n'était le cas année après année. Si je reviens quelques instants sur la logique de la fiscalité, je dirais que nous devons essayer probablement de réaliser ce qu'on appelle la fiscalité optimale. La fiscalité optimale que les économistes connaissent bien, c'est un savant mélange d'équité fiscale et d'efficacité dans les prélèvements. Et c'est très difficile, vraisemblablement, de parvenir aujourd'hui à une fiscalité optimale dans la mesure où ça veut dire à la fois taxer le capital et ou taxer la consommation, par exemple, qui sont bien souvent les deux positions extrêmes qu'il s'agit de concilier pour une fiscalité optimale. Alors si je reviens sur la période passée, la période 2007-2012, on voit que la stratégie à l'époque était fondée sur une réduction de la pression fiscale globale, réduction de 4 points qui était envisagée à l'époque où le président Sarkozy était encore candidat pour la première fois. Et dans une certaine mesure, on pourrait dire on est parvenu à cette réduction, mais malheureusement, les conditions dans lesquelles on est parvenu à cette réduction et surtout les effets de cette réduction dans une période où n'étaient assurés ni la croissance économique, ni le contrôle des dépenses publiques pour permettre que cette réduction des des prélèvements fiscaux se traduise par davantage d'efficacité économique, eh bien, nous a conduit dans une situation où finalement c'est le développement de l'endettement qui a rempli en quelque sorte le vide laissé par cette baisse des prélèvements. On a connu des recettes en baisse, baisse notamment de la taxation de la consommation, et ça c'est une tendance de longue durée de la France. C'est une tendance qui est souvent ignorée d'ailleurs. On a toujours le sentiment, parce qu'on l'a répété pendant tellement d'années, que nous étions les inventeurs de la TVA, que la TVA représentait 50% des recettes fiscales, qu'on a fini par oublier que les recettes fiscales ne sont
qu'une partie des prélèvements, que les prélèvements sociaux sont plus dynamiques et plus importants aujourd'hui que chacun des autres prélèvements pris individuellement, et que par conséquent, notre prélèvement sur la consommation devrait être examiné avec soin. Et on se rend compte que entre 1995 et aujourd'hui, on a perdu 3 points de PIB de recettes de taxes sur la consommation. C'est très important, cette baisse, parce que, comme je le redirai, les messages qui ont été donnés depuis quelques années, et en particulier par l'OCDE en matière de politique fiscale, consistent justement à indiquer l'importance d'une taxation de la consommation et le fait que taxer la consommation est probablement l'un des moyens les plus adéquats pour éviter de pénaliser la croissance, alors que taxer les revenus et taxer le capital est en fait assez pénalisant pour la croissance économique. Donc, une situation dans laquelle, je le répète, la taxation de la consommation a plutôt baissé. En même temps, une baisse de caractère plutôt politique était engendrée par un certain nombre de réformes, notamment la loi TEPA, qui s'est traduite par une réduction importante de l'imposition du capital et des revenus du capital. Probablement, je dirais, dans un sens qui aujourd'hui pourrait nous faire penser à une idée de convergence vers un modèle allemand. Malheureusement, le système français est assez différent et l'imposition, par exemple, du capital en France a une structure particulière. Le stock de capital est beaucoup plus taxé que les revenus du capital. Le stock de capital, la taxation du stock de capital est aujourd'hui de l'ordre de 4 points de PIB, alors qu'elle est de l'ordre de 1 point en Allemagne. Et par conséquent, essayer de se rapprocher du modèle allemand aurait dû en réalité signifier modifier assez considérablement le partage entre la taxation du stock et la taxation du revenu. Alors, quelles sont aujourd'hui les stratégies qui sont avancées? Elles ont beaucoup varié. On est parti d'un point de départ pour la droite qui était finalement pas de réforme fiscale d'ensemble, une réduction continue des dépenses publiques, mais on peut se demander aujourd'hui comment, un rabotage des niches qui continuera de se poursuivre, mais en même temps toucher le moins possible la fiscalité des entreprises et considérer que c'est comme cela que l'on retrouvera petit à petit un sentier de croissance. Alors la campagne a conduit à beaucoup modifier ces perspectives. On se retrouve aujourd'hui avec une taxation beaucoup plus importante que ce que l'on avait imaginé au départ sur un certain nombre d'éléments de revenus, aussi bien du côté des personnes physiques que des côtés des entreprises. Et on se retrouve en même temps avec un certain nombre de mesures dont on a du mal à voir si elles sont des mesures purement ponctuelles ou si elles s'inscrivent dans une stratégie d'ensemble. Par exemple, taxer davantage les entreprises à travers à la fois un taux plus élevé d'imposition des bénéfices, avec d'autre part l'idée d'un impôt minimum sur le bénéfice mondial, ça pose un certain nombre de questions, sachant par ailleurs que, comme l'ont dit un certain nombre de rapports, notamment les rapports de la Cour des comptes, mais aussi de l'Inspection des finances, l'assiette d'imposition des sociétés est en France aujourd'hui relativement mitée. Ce qui veut dire qu'appliquer un taux plus élevé risque de ne pas se traduire dans la réalité par des recettes proportionnellement aussi élevées qu'on pourrait l'attendre. Donc on est dans une situation où il y a une très grande difficulté à comprendre la stratégie qui est conduite. Je crois que du côté de la gauche, il est également difficile de voir exactement quelle est la stratégie de réforme fiscale. On a un débat d'abord difficile sur la question des dépenses publiques, puisqu'on voit bien qu'il est difficile
d'isoler une stratégie précise en matière de contrôle de la dépense publique. Il y a l'idée de mobiliser les ressources supplémentaires pour justement conduire une autre politique. Alors ça se compose de plusieurs éléments. La chasse aux niches fiscales, qui longtemps a été, je dirais, l'élément principal. On avait l'impression que c'était presque entièrement de la chasse aux niches fiscales que pouvaient provenir des recettes supplémentaires. On a le thème taxer le capital comme le travail, mais on sait que c'est un thème qui est tout à fait débattu et débattable, puisque un certain nombre de pays, depuis longtemps, ont choisi justement de ne pas aller dans ce sens pour des raisons d'efficacité économique. Donc on retrouve, si vous voulez, à nouveau le thème équité, taxer davantage le capital, versus efficacité, ne pas taxer davantage le capital, parce que c'est un élément qui, en termes de revenus du capital, a déjà été taxé, et qui, par conséquent, risque de nous amener dans une position où il sera difficile de relancer l'investissement. D'autres éléments de réforme envisagés, on a parlé d'un élargissement de l'assiette de l'ISF à un certain moment, on a parlé d'intégrer la taxe d'habitation dans un impôt sur le revenu progressif. On a évidemment évoqué cette taxe que j'appellerais la taxe exemplaire, 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros, mais on n'a pas parlé très précisément de l'assiette. Est-ce qu'on est en train de dire qu'à la fois la chasse aux niches fiscales et cette taxe se combineraient pour faire de cet impôt un impôt particulièrement élevé, comme certains l'ont annoncé? Tout cela est assez difficile à analyser. Que faudrait-il faire? C'est difficile à dire. Il y a une situation héritée du passé qui est très lourde. En termes de destination des prélèvements obligatoires, la France est dans une position tout à fait exotique. On a seulement 12%, on a seulement 36% des prélèvements obligatoires qui sont destinés à l'État central, alors que dans le reste de l'Europe, on atteint en moyenne 59%. Donc il n'est pas vrai de dire qu'il faut davantage contrôler les dépenses de l'État central en tant que tel, puisque finalement ce n'est pas de là que viennent les grandes difficultés. On a des collectivités territoriales qui sont dans la moyenne européenne et on a surtout une dépense de protection sociale qui est 22 points au-dessus de la moyenne européenne. Donc il faut un réexamen pertinent de la dépense sociale, sans oublier qu'elle joue un rôle de stabilisateur économique et qu'elle a aussi un effet redistributif important. Et par conséquent, c'est un exercice très difficile. Il faut rétablir la justice fiscale et la transparence parce qu'on sait que le consentement à l'impôt en dépend. Il faut faire un choix judicieux et équilibré entre taxation du stock de capital et des revenus du capital. Et il faut probablement effectivement aujourd'hui revoir l'imposition des revenus du capital en France et notamment son association avec les niches fiscales. Enfin, il faut se doter d'un plan pluriannuel pour rattraper en quelque sorte la baisse des taxes à la consommation que nous avons connue depuis 20 ans parce que aujourd'hui c'est un élément de l'efficacité du système fiscal et de l'efficacité des prélèvements. Donc c'est un véritable programme de réforme fiscale qu'il faudrait engager aujourd'hui. Malheureusement, il est difficile de voir à travers les programmes des candidats qu'il y ait une stratégie de cette nature qui se profile et par conséquent on peut le regretter.